chemin faisant dans le courant de l'année de traiter de l'actualité du mois de janvier, à savoir les attentats de janvier, ce qu'on appelle les attentats de janvier, en titrant cette conférence, cette séance d'actualité, la France d'après. Alors cette séance est co-animée, nous sommes aux deux extrémités de la table, avec François Lapeyroux, ici présent, qui a non seulement facilité, mais avec moi coordonné cette matinée. Alors François Lapeyroux, qui est canois, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que de traverser le Var. Il y a quand même cette frontière qui est importante ici. Et donc François Lapeyroux organise chaque année, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, les rencontres de Cannes au début décembre, chaque année, une manifestation qui a pris une très grande ampleur depuis une dizaine d'années, qui a été l'occasion, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'il est ici présent et que cette matinée a pu s'organiser, c'est que, évidemment, les deux intervenants que nous avons ici, nous nous rencontrons au moment des rencontres de Cannes au début du mois de décembre, qui sont chaque année une manière de balayer l'actualité sur une thématique générale et bien souvent centrée sur une problématique du présent. Donc les rencontres de Cannes sont une manifestation à mon avis tout à fait importante. D'autre part, François Lapeyroux est aussi à la tête d'une association qui s'appelle Arte Philosophia, qui aussi organise des rencontres, des conférences autour du thème de la philosophie, mais Laurence Vanin est ici, la philosophie et la politique sont très liées et l'actualité autour de la philosophie est un élément central. Alors voilà, nous co-organiserons, nous co-animerons cette matinée tous les deux autour de deux intervenants que je voudrais vous présenter brièvement. Ensuite, je vous proposerai une rapide introduction pour poser quelques problématiques avant que nos deux intervenants ne se succèdent. Alors tout d'abord, Laurence Vanin, qui est ici à ma gauche, philosophe, qui a fait ses études ici à Nice, à l'université de Nice en philosophie, docteur en philosophie, et qui a été très proche de quelqu'un que les Niçois connaissent bien, que l'UNIA connaît bien, Jean-François Mattei, qui a été un enseignant de longues années ici. Donc Laurence était une très proche amie et élève de Jean-François Mattei, donc c'est un peu... Alors voilà, Laurence me précise qu'elle reprend la collection, direction de la collection Ouvadiat, c'est ça, que Jean-François dirigeait avant. Et elle enseigne également à l'université de Toulon, et notamment à l'UTL, l'université de Toulon, du temps libre, à Toulon, qui est un peu l'équivalent de l'UNIA sous d'autres formes, à Toulon. Et puis elle a écrit de nombreux ouvrages aux éditions Ellipse. J'en retiendrai un, Laurence, qui va nous intéresser cette matinée. C'est cet ouvrage de 2013 qui s'intitule « Le citoyen, son événement et l'histoire ». Donc je crois qu'on est au cœur du sujet, qui a été publié en 2013 aux éditions EME, Le Champ des possibles. Et régulièrement, tu prends la parole dans des cafés philo, tu organises des cafés philo, donc il y a cette vocation d'être dans le débat, dans l'échange avec le public le plus large possible. Donc Laurence nous fera part de sa vision de cet événement traumatique, tragique du début du mois de janvier. Roland Quérol, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce matin. Hier ce matin a présenté Roland Quérol comme étant journaliste, mais c'est une erreur. Je voudrais rétablir cette petite distorsion. Roland Quérol est universitaire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur en sciences politiques. Donc on a là une philosophe et une docteur en philosophie et docteur en sciences politiques, et les deux disciplines me semblent être en dialogue autour de ça. Il est directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques et membre de ce laboratoire qui s'appelait jusqu'en 2003 le CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française, et qui est devenu depuis le Centre de recherche politique de Sciences Po. Roland Quérol a été ancien directeur de l'Institut de sondage, notamment l'Institut de sondage CSA, jusqu'en 2008. Et puis il est évidemment un observateur de cette position de la vie politique, mais aussi des médias, et d'un terme qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi, l'opinion publique. Et Roland Quérol est aussi l'auteur de nombreux ouvrages qui nous amènent à réfléchir aussi sur la relation entre médias, citoyenneté, société, y compris d'ailleurs les réseaux sociaux qui jalonnent aujourd'hui notre vie politique. Alors je voudrais vous proposer, avant que chacun d'entre vous ne prenne la parole, une sorte d'introduction, de rappel des faits. D'habitude, vous êtes public de l'UNIA assez sensible au fait qu'on présente des images. Aujourd'hui, je ne présenterai pas des images, simplement parce que ces images, je pense que même si elles sont
une date de 3 mois, on les a dans la tête, donc ça aurait été utile de rappeler les faits à travers l'image. Simplement, je voudrais les rappeler par la voix rapidement, et puis poser un certain nombre de questions, un faisceau de questions qui me semble, à mon seul avis, et François complétera, intéresser le sujet. Donc, ce qu'on appelle les attentats désormais de janvier 2015, et pour moi, historien, c'est une manière de faire de l'histoire du temps présent, d'inscrire déjà ces événements dans un cadre historique, et on peut faire l'histoire des mois précédents à travers l'outil de l'historien. C'est une série d'attaques terroristes, islamistes donc, qui ont émaillé la France entre le 7 et le 9 janvier 2015, où 20 personnes ont trouvé la mort, 17 civils et 3 terroristes, si on peut dire, se doit distinguer, et avec une vingtaine de blessés à l'issue de ces 3 journées dramatiques. Première étape, le 7 janvier 2015, lorsque se produit l'attentat contre Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement, lorsque 2 djihadistes français, les frères Kouachi, assassinent 11 personnes, dont 8 collaborateurs du journal avec Kalachnikov, et dans leur fuite en blessent 11 autres, et dans cette fuite également abattent un policier. Ces 2 frères seront 2 jours plus tard finalement abattus par le GIGN dans une imprimerie à Damartin où ils s'étaient retranchés. L'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda. Ça, c'est le premier pan, si vous voulez, de cette série d'attaques terroristes. Le second, et les 2 actes ont été connectés, si on peut dire, ont été agencés. Le 8 janvier 2015, Amédi Koulibaly, français, proche des frères Kouachi, tue par balle une policière et blesse grièvement une autre personne à Montrouge. Le lendemain, il prend en otage les clients d'une supérette cachère à la porte de Vincennes et il tue dans cette supérette 4 personnes. Amédi Koulibaly, comme les frères Kouachi, est finalement abattu lors de l'assaut du RAID et du BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Donc 2 actions coordonnées qui ont suscité une vive émotion en France, émotion médiatique, émotion populaire. Un mot sur les auteurs des attentats, les frères Kouachi, Saïd et Chérif. Saïd est né en 1980, était né en 1980, Chérif était né en 1982, de parents algériens, rapidement orphelin de père puis de mère, placé dans des foyers à Paris. Amédi Koulibaly est français, né en France en 1982. Il a grandi à la Grande Borde, je parlais hier de la Grande Borde en matière de grands ensembles, de ceux qui étaient là, à Grigny particulièrement, et ses parents étaient d'origine malienne. Autre élément de ces attentats, qui va participer à notre débat de ce matin, c'est que dès le premier soir, le jour des attentats, le 7 janvier 2015, des rassemblements spontanés s'organisent dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, mais aussi, donc Paris, place de la République, mais aussi à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Lille et aussi à Nice. 100 000 personnes spontanément rassemblées. Pour la première fois depuis le 11 septembre 2001, une journée de deuil national est décrétée le 8 janvier 2015, avec drapeau en berne sur les bâtiments publics pendant 3 jours. Et puis, c'est le cadre de ce qu'on appellera les marches républicaines. Le 10 janvier, samedi 10 janvier, les Niçois s'en souviennent, certains, des centaines de milliers de citoyens se mobilisent un peu spontanément, sous différentes formes, à travers la France, pour différentes marches. 300 000 personnes à Lyon, 150 000 à Toulouse, 45 000 à Marseille, 30 000 à Nice, de la promenade des Anglais jusqu'à Capéo. Donc on a ce contexte de marche du 10 janvier et surtout la grande marche du 11 janvier 2015 entre la place de la République et la place de la Nation à Paris, qui a été un rassemblement historique dans la mesure où toutes les grandes figures de la vie politique française et également internationale sont présentes. Et en gros, cette série de marches et de manifestations spontanées ou organisées a rassemblé près de 4 millions de personnes dans les rues. Autour de ça, il y a des réactions internationales sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais sachez que, évidemment, cet événement a suscité une onde de choc mondiale, avec des manifestations également dans les pays étrangers, et puis l'émergence de ce slogan « Je suis Charlie », qui est devenu le symbole, à plusieurs entrées, du soutien aux victimes, de la révolte par rapport aux attaques terroristes, de la défense de la liberté d'expression, aussi de la volonté d'unité nationale. Je rappelle simplement que c'est une sorte de
slogan adapté aux réseaux sociaux, puisqu'il a été créé, ce slogan, par un graphiste quelques heures après l'attentat, à 12h50 précisément, le 7 janvier, et qu'il a été ensuite propagé, on peut dire, sur Twitter en particulier, puisqu'il y a eu 5 millions de posts « Je suis Charlie » entre le 7 et le 9 janvier 2015. Et ça me semble un élément intéressant. Alors, derrière tout ça, je voudrais poser à nos intervenants 3 faisceaux de questions sur lesquels ils pourront venir et s'emparer. On a fait avec Roland tout à l'heure que c'était le sujet de 3 jours, hein, mais comme son vol a été annulé, peut-être qu'il restera avec nous jusqu'à au moins vendredi ou samedi, on verra. Hein, mais en tout cas, une première série de questions qui m'intéresse beaucoup de mon point de vue, c'est le caractère historique de l'événement. Est-ce qu'on a vécu effectivement des journées historiques? Historique pour 2 raisons, parce que c'est un traumatisme hors du commun. L'événement surgit par son caractère extraordinaire et dramatique, mais en même temps aussi dans la réaction que cela a provoqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que cet événement est à classer au titre de ce qu'on appelait les grandes journées qui ont fait la France, hein, on pourrait parler par exemple du 6 février 1934, qui est une journée qui a fait la France, parce qu'il y a eu des manifestations et des morts, et puis ensuite une réaction également républicaine. Donc, est-ce qu'on peut aller dans ce cadre-là? Ou la journée du 13 mai 1958, il y a des journées qui ont jalonné l'histoire de France parce que des moments pivots de notre histoire. En même temps, peut-on réfléchir sur ce regain ou pas de patriotisme et d'unité face au danger contre la République? Une union sacrée qui a été décrétée, mais n'est-elle pas depuis un peu lézardée? Et puis cette notion de peuple français, de patrie qui a ressurgi face à l'adversité, là aussi ce sont des questions que je voudrais poser avec François à nos invités. Et puis au total aussi, l'image de la France à l'étranger. On a vu que la France ayant souffert, beaucoup de pays étrangers se sont mobilisés pour attester de leur amitié vis-à-vis de ce pays qui a peut-être une place à part. L'a-t-on encore constaté à cette occasion? Les Américains, notamment, les autres pays européens ont exprimé une sensibilité tout à fait particulière à la France. Donc c'est ce rapport, si vous voulez, à l'événement et à la France qui me semble être un premier réseau de questions.